Imagine un peu la scène. Un klaxon retentit brutalement dans la rue, juste à côté de toi. Et là, en une fraction de milliseconde, le cerveau fait un truc complètement fou. Ouais, un véritable exploit d'ingénierie en fait. Ouais, totalement. Il calcule la différence de temps d'arrivée de l'onde sonore entre l'oreille la plus proche et la plus éloignée. Mhm. Et on parle d'un décalage infime, hein. Simultanément, il triangule la position du danger et il déclenche une contraction massive des muscles des jambes pour faire un bond de côté. Et le plus dingue, c'est que tout ça se produit avant même qu'on en ait conscience. C'est ça. Le corps humain prend ses décisions de survie d'une complexité vertigineuse à chaque seconde, tout en gérant l'intendance de 100 000 milliards de cellules. C'est une vraie métropole qui tourne à plein régime. Exactement. Pourtant, la plupart des gens naviguent dans la vie en considérant leur propre biologie comme une sorte de boîte noire mystérieuse, quoi. Bah oui, on comprend comment fonctionne notre smartphone ou le moteur de notre voiture. Mais notre propre architecture interne, on l'ignore totalement jusqu'au jour où elle tombe en panne. C'est très vrai. Et c'est justement cette ignorance généralisée qui est le point de départ de notre exploration aujourd'hui, en se plongeant dans les textes du docteur Patrick Gipner. Un livre vraiment passionnant d'ailleurs. Ah oui, complètement. Et l'idée centrale ici, ce n'est pas du tout de mémoriser un dictionnaire médical rébarbatif. Non, heureusement. C'est de changer radicalement de perspective, tu vois, de percevoir le corps, non pas comme un assemblage statique d'organes posés là, mais vraiment comme un moteur de survie ultra sophistiqué. Un moteur qui est en guerre perpétuelle contre le chaos extérieur, en fait. L'entropie, le désordre. C'est exactement le mot. La guerre contre l'entropie. Sa mission absolue et non négociable, c'est de maintenir une paix intérieure parfaite face à un environnement qui change tout le temps. D'ailleurs, avant de détailler ses stratégies de défense, j'adore la citation provocante de Balzac, qui est mentionnée au début. Ah oui, la fameuse. Ouais, il disait qu'aucun homme ne devrait se marier avant d'avoir étudié l'anatomie et disséqué au moins une femme. C'est très théâtral, on est d'accord. C'est sûr. Mais ça soulève une question de fond sur comment la médecine a historiquement abordé le corps, en le figeant dans la mort pour espérer comprendre la vie. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut bien séparer les choses. Le terme même d'anatomie, en grec ancien, ça veut dire littéralement couper à travers, disséquer. Donc, cartographie et territoire. Voilà, c'est purement spatial. On décrit des structures à partir d'une position de référence stricte, debout, les pommes vers l'avant. C'est de la géométrie figée. Mhm. Alors que la physiologie, c'est tout l'inverse. C'est l'étude du mouvement, des processus chimiques qui animent cette géométrie. Pour donner une image à ceux qui nous écoutent, l'anatomie, ce serait les murs, les portes et les fenêtres d'une maison. Et la physiologie, ce serait la plomberie et l'électricité qui la rendent habitable. J'aime beaucoup cette analogie. Ou alors, l'anatomie, c'est la carte routière physique avec les ponts, les tunnels. Et la physiologie, c'est le trafic, les embouteillages. Ouais, c'est très parlant. Et ce qui est frappant, c'est que la structure dicte la fonction de manière implacable. En biologie, il n'y a pas de design gratuit. Ah non, zéro hasard. L'architecture empêche le chaos. Prends le système veineux, par exemple. Vas-y. Comment le sang arrive-t-il à remonter des pieds jusqu'au cœur en luttant contre la gravité alors qu'il n'y a pas de pompe en bas? Bonne question. On n'a pas de cœur dans les mollets? Eh bien, l'anatomie a doté l'intérieur de nos veines de petites valves anti-reflux en forme de nid d'hirondelle. Déclapé en gros. C'est ça. Quand tu marches, les muscles des mollets se contractent, ils écrasent les veines et propulsent le sang vers le haut. D'accord? Les valves s'ouvrent et paf, elles se referment instantanément sous le poids du sang qui essaye de redescendre. Sans cette petite contrainte matérielle, la physiologie sanguine serait impossible. Le sang stagnerait dans nos chevilles. C'est génial. Et cette logistique de transport, ça nous amène au grand but de toute cette machinerie, le fameux Graal de la biologie, l'homéostasie. L'homéostasie, oui, le mot-clé de tout le livre. Qu'il neige à gros flocons ou qu'on soit en pleine canicule, l'organisme brûle une énergie phénoménale pour garder sa température centrale autour de 37 degrés. 36,8 à 37,2, très précisément. Mais pourquoi cette obsession mathématique? Je veux dire, pourquoi on n'a pas évolué pour s'adapter à des variations internes, comme les lézards ou les serpents? La réponse est cachée tout au fond, au niveau de la thermodynamique moléculaire. En fait, c'est à cause de nos enzymes. Les fameux catalyseurs chimiques. Exactement. Ce sont des protéines complexes en 3 dimensions qui accélèrent des milliards de réactions dans nos cellules. Digérer un sucre, copier l'ADN, tout ça. D'accord. Et elles ont besoin de chaleur. Elles ont besoin de la chaleur parfaite. Leur forme est tenue par des liaisons chimiques ultra fragiles. À 37 degrés, l'agitation thermique est optimale. Les molécules se percutent assez vite pour réagir, mais pas trop violemment pour ne pas casser la structure. Ah, je vois. Donc, si ça chute, s'il fait trop froid,
L'énergie diminue, tout ralentit, le métabolisme s'effondre. Et si la température grimpe vers 41-42 degrés, là c'est le drame. L'agitation détruit les liaisons, les protéines se dénaturent, Elles fondent, en quelque sorte. elles perdent leur forme, oui. Et en biologie cellulaire, perdre sa forme, c'est perdre sa fonction. Donc l'homéostasie, ce n'est pas juste pour notre confort, c'est une question de survie chimique pure et simple. C'est le maintien acharné des conditions de la vie. Ce qui amène un paradoxe hyper intéressant avec la fièvre du coup. Si dépasser les 37 degrés risque de détruire nos propres usines, pourquoi le corps déclenche-t-il une fièvre quand on est malade? On pense souvent que la fièvre, c'est le corps qui déraille. Et c'est une grosse erreur de perspective. La fièvre, ce n'est pas une panne. C'est une reprogrammation délibérée du thermostat central dans notre cerveau, l'hypothalamus. Donc c'est fait exprès? Totalement exprès. Face à un virus, le système immunitaire libère des molécules qui disent à l'hypothalamus de monter le chauffage. Le but, c'est de booster la mobilité de nos globules blancs, mais surtout de créer un environnement hostile pour le virus. Parce que les virus ont besoin d'une température stricte pour se cloner. Voilà. Le corps prend le risque énorme de frôler la destruction de ses propres protéines pour littéralement cuire l'envahisseur. Une vraie stratégie de la terre brûlée. C'est fascinant. Très risqué, mais brillant. Mais bon, pour que le cerveau régule tout ça, il doit d'abord comprendre ce qui se passe dehors. Et c'est là que les sens entrent en jeu. Le livre montre bien à quel point notre perception est une hallucination contrôlée. Une traduction très très filtrée de la réalité, oui. Par exemple, la couleur. On est tous convaincus qu'une pomme est rouge ou que l'herbe est verte, que c'est une propriété physique. Mais en vrai, c'est une illusion d'optique magistrale. Ah bah, la physique quantique est catégorique là-dessus. La matière n'a pas de couleur. Ce qui existe, ce sont des rayonnements électromagnétiques. La lumière, quoi. C'est ça. Et quand la lumière frappe un objet, disons ta fameuse pomme rouge, les atomes de la pomme absorbent presque toutes les ondes lumineuses, sauf une. C'est le tour de 700 nanomètres. Exact. Cette onde spécifique rebondit, elle frappe notre œil et c'est notre cortex visuel qui invente de toutes pièces la sensation de rouge. Donc le noir et le blanc, c'est pareil. Le noir, c'est l'absorption totale de la lumière. D'ailleurs, ça se transforme en chaleur, c'est pour ça qu'un t-shirt noir tient chaud l'été. Et le blanc, c'est la réflexion totale. C'est fou de se dire que notre cerveau construit une espèce d'interface utilisateur simplifiée juste pour nous aider à repérer des fruits mûrs sans nous embrouiller avec des équations électromagnétiques. C'est exactement un système d'alerte radar. Et si le radar capte un danger, c'est le système musculaire qui gère la riposte immédiate. La fuite, le combat. Ou même frictionner pour se réchauffer, tout repose sur la contraction musculaire. Et là-dessus, il y a un truc très contre-intuitif sur la gestion de la force. Comment nos muscles font-ils pour avoir autant de nuances? Je veux dire, tu peux écraser un moustique sur ton bras sans te fracturer l'os, mais tu peux aussi soulever un meuble hyper lourd avec le même muscle. C'est le paradoxe de la loi du tout ou rien de la fibre musculaire. Ouais, explique-nous ça, parce que c'est dingue. Au niveau microscopique, une fibre musculaire isolée ne sait pas faire dans la dentelle. Quand un neurone lui envoie un signal électrique, ça libère une inondation de calcium dans la cellule. Et là, la fibre se contracte à 100%. Elle ne peut pas se contracter à moitié. Biochimiquement impossible, c'est 100% ou 0%. Mais du coup, si chaque petite corde de mon biceps tire toujours au maximum, comment le cerveau arrive à doser la force? C'est là que l'analogie de la chorale est parfaite. C'est que les choristes n'ont pas le droit de chuchoter. Soit ils hurlent à plein poumon, soit ils se taisent. C'est brutal. Ouais, mais du coup, si le chef veut un petit son délicat pour écraser le moustique, il ne demande pas aux gens de baisser la voix. Il désigne juste 2 ou 3 choristes pour hurler, et les autres dorment. C'est ce qu'on appelle la sommation spatiale en biomécanique. Le cerveau recrute plus ou moins d'unités motrices selon le poids. Une plume, 3 fibres s'activent, un haltère, des milliers s'activent d'un coup. Et il y a une deuxième technique du chef de chœur. Non. La sommation temporelle. Le cerveau mitraille la même fibre de signaux électriques tellement vite qu'elle n'a même pas le temps de se relâcher entre deux décharges. Les contractions fusionnent et créent une tension continue et hyper puissante. Mais recruter toute cette armée d'un coup, ça doit coûter une fortune en énergie. Une véritable trésorerie biochimique, oui. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on est essoufflé après un sprint soudain. La dette d'oxygène. Voilà. Le cœur et les poumons ne peuvent pas suivre instantanément, donc les muscles basculent en mode survie, sans oxygène, ce qui crée de l'acide lactique. Une fois la course finie, on halète profondément. Pas pour courir, mais pour rembourser la dette. Rembourser la dette énergétique, nettoyer les déchets et restaurer l'homéostasie. Homéostasie. Et toute cette logistique, elle dépend d'un réseau de transport qu'il faut protéger à tout prix. Notre sang.
C'est le talon d'Achille de l'organisme. Le sang transporte tout. S'il y a une bactérie qui rentre là-dedans, elle a accès à tous nos organes d'un coup. D'où les barrières physiques hallucinantes avant même d'arriver au sang. Je pense au mucus dans la trachée. Ah, le mucus, c'est du vrai papier tue-mouche pour les bactéries, hein. Et ensuite, on a une armée de petits cils vibratiles qui balaient ce tapis collant vers le haut, jusqu'à la gorge, pour qu'on l'avale et que ce soit brûlé par l'acide de l'estomac. Un incinérateur naturel, ouais. Un véritable escalator mucociliaire qui nous nettoie les poumons en continu. Et si jamais la barrière est franchie, le sang a son propre système de sécurité. Et là, on aborde les groupes sanguins. On connaît tous A, B, O pour les dons du sang, mais au niveau cellulaire, c'est un contrôle d'identité hyper strict. Nos globules rouges ont des petits drapeaux à leur surface, des antigènes. Les fameuses glycoprotéines. C'est ça. Le groupe A arbore des drapeaux A, le groupe B des drapeaux B, AB a les deux, et O n'a rien du tout. Un globule rouge tout lisse. Voilà. Et le système immunitaire fabrique des anticorps contre tout ce qu'il ne reconnaît pas. Si on injecte du sang A à quelqu'un de groupe B, les anticorps anti-A attaquent direct, le sang coagule, c'est mortel. Mais il y a un mystère évolutif là-dedans qui m'a scotché. Comment un enfant de groupe A, qui n'a jamais reçu de transfusion de sa vie, possède-t-il déjà des anticorps contre le groupe B? Il n'a jamais croisé l'ennemi. C'est l'un des trucs les plus fous de l'immunologie. La théorie principale, c'est le mimétisme moléculaire. C'est-à-dire? Eh bien, dès la naissance, on est colonisé par des bactéries dans nos intestins, nos poumons, et certaines de ces bactéries ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux antigènes sanguins A ou B. Ah, d'accord. Le bébé se défend contre ces bactéries de l'environnement, et par accident, il fabrique un arsenal d'anticorps contre les autres groupes sanguins. Donc quelqu'un du groupe O, qui n'a pas de drapeau, fabrique des anticorps anti-A et anti-B, juste en luttant contre les bactéries du quotidien. Exact, et c'est pour ça que le groupe O est le donneur universel. Sans drapeau, il passe sous les radars immunitaires des autres. C'est fou. D'ailleurs, la répartition géographique de ces groupes raconte l'histoire de l'humanité. En France, le groupe A domine autour de 45%, mais chez les autochtones d'Amérique du Sud, le groupe O grimpe parfois à 95%. Ce n'est pas un hasard. La pression de la sélection naturelle, les épidémies millénaires, tout ça a laissé des traces. Le groupe O protégeait peut-être mieux contre des formes graves de paludisme préhistorique. Notre biologie est sculptée par notre histoire, c'est clair. Et ça nous amène à une transition majeure. Depuis le début, on voit que tout sert à maintenir la survie de l'individu. L'homéostasie thermique, sanguine, musculaire, tout est égoïste. Sauf un seul système. L'exception absolue. Le système repronecteur, le grand rebelle de la biologie humaine. Le livre liste 4 anomalies fascinantes sur ce système. Déjà, la première, c'est que c'est le seul dont on peut se passer pour vivre. On t'enlève le foie ou les poumons, c'est fini. On t'enlève le système reproducteur, ton homéostasie va très bien, tu continues de vivre. Deuxième anomalie, le dimorphisme sexuel. Un homme et une femme ont les mêmes poumons, le même cœur. Mais pour la reproduction, l'architecture est radicalement différente. Et ça amène la troisième anomalie. Il est fonctionnellement incomplet. Il a besoin du système d'un autre être humain pour marcher. Ce qui nous amène au grand final, le but philosophique. Le système reproducteur s'en fout de l'individu, complètement. Il détourne une énergie colossale, non pas pour la survie de la machine qu'il porte, mais pour la perpétuation de l'espèce entière. Il sacrifie le présent pour transmettre l'information génétique dans le futur. C'est beau d'une certaine manière. Très beau. Et ça remet tout en perspective. Et c'est là la grande valeur de cette exploration. Quand on comprend comment tout ça marche, on arrête de s'énerver contre son corps. Ouais, la fièvre, la fatigue, la douleur musculaire, on ne les voit plus comme des trahisons, mais comme des signaux d'alarme brillants. On devient un collaborateur informé. On comprend le coût d'une dette de sommeil ou du stress chronique. On passe de locateur passif à vrai copilote de sa santé. C'est vraiment la force du livre du Dr Gepner, rendre tout ça accessible pour le quotidien. Il transforme la science dure en un guide de navigation intime. Il reste quand même une question vertigineuse pour clore tout ça. L'évolution a mis des millions d'années à calibrer nos frissons, notre sueur, notre chimie du sang, pour survivre dans un environnement sauvage, rude, rythmé par la pénurie. Mhm. Et aujourd'hui, en quelques décennies, on vit sous climatisation permanente. Nos sens sont inondés par les écrans. Notre métabolisme est noyé sous la nourriture ultra transformée. Un décalage total. Exactement.
Est-ce que nos logiciels de survie ancestraux ne sont pas en train de court-circuiter face à cette abondance infinie? Comment un corps fait pour le manque réagit-il face à un confort permanent? C'est une sacrée piste de réflexion sur le fossé entre notre biologie antique et notre monde moderne. On vous laisse méditer là-dessus. À très vite.